parti. Le web est un jardin emmuré. Ah oui, en plus il est gratuit, donc si jamais vous voulez aller le relire derrière, vous pouvez, hein. Du scandale Facebook au scandale antitrust Google, l'actualité du numérique, bon, l'actualité du 7 novembre 2021 du coup, illustre un réseau qui, depuis sa création, n'a de cesse de se refermer. Conçu pour être ouvert et décentralisé, Internet est devenu un jardin emmuré par les GAFAM. Et Facebook devint méta. Attends, j'ai l'impression que ça fait si loin, quoi, quand c'est devenu méta. Ce vendredi 29 octobre, Zuckerberg lançait avec toute la pompe numérique possible le grand ravalement de façade de son Facebook, relégué au rang de simple filiale d'un conglomérat, Meta donc. Conçu comme une sorte de géant du BTP numérique dont l'objectif est, paillettes, trompettes et tambours, de construire le métaverse, cet univers en réalité virtuelle qui devrait enterrer Internet sous 10 à 15 ans. Et donc rendez-vous dans 10 ans. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. C'est pas Brel ça? Non, Bruel, c'est Bruel qui chante ça, non? Euh, on verra si ça a marché, hein. Parce que c'est vrai que du coup, on n'a pas trop le recul pour l'instant, donc on verra. Est-ce que dans 10 ans, ça marchera? On sera tous sur le métaverse. On sera là en train de se serrer la pince en live sur Twitch. Donc, en 2015, Google, devenu suffisamment gros pour être menacé de fragmentation, jouait le même tour de prestidigitation pour devenir Alphabet, conglomérat contenant Google, le moteur de recherche, et les autres filiales. La salade n'est donc pas hyper fraîche, mais Zuckerberg s'est donné beaucoup de mal pour nous la vendre, alors arrêtons-nous dessus le temps de quelques phrases. Tu es gênant quand tu chantes. Oh non. Je suis pas gênant quand je chante, ok. J'ai une voix mirifique, n'est-ce pas? Et je chante toujours très juste. Spoiler, non, oui. Ah, en vrai, si ça se trouve, dans 10 ans, peut-être, hein, j'en sais rien, hein. Qui sait? Mais c'est vrai que ça a pas l'air de prendre, hein. Euh, ouais, donc, truc classique, comme ils deviennent trop monopolistiques, Google avait fait exactement la même chose. Il y a la loi antitrust en Amérique qui, enfin, anti-monopole, et donc quand il y a un truc qui est vraiment trop monopolistique, l'État dit on va vous casser en deux, hein, on va casser la firme en plein de trucs, et donc ils font un conglomérat, et du coup c'est bon. Regardez cette présentation. Bon, ok, juste quelques minutes. J'avoue, j'ai pas la foi de le faire. De 4 à 6 minutes précisément. Observez le fantasme de pouvoir totalitaire, camouflé en jeu vidéo existentiel, pour lequel Zuckerberg et Facebook Reality Labs s'apprêtent à claquer 10 milliards de dollars rien que l'année prochaine. 10 milliards. Ressentez ce vertige, cette sursollicitation constante de notifications, ces allers-retours incessants entre plans d'existence, réalité physique, réalité mixte, réalité virtuelle. Savourez l'angoisse inédite que vous propose cette cosmocratie. Oh putain, c'est quoi une cosmocratie? Aidez-moi. Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom-là quelque part? Cosmocratie, punaise. Je pensais avoir fait tous les termes que je connaissais pas. Ah bah oui, en plus c'est en anglais. Cosmocratie. C'est genre une dictature du cosmocrate. Parce qu'il y a un maître du monde. Ah d'accord, ok. On devine dans ce descensus ad inferno la volonté Ok, donc c'est la volonté d'être le roi du monde. Un peu comme Jack dans Titanic, finalement. J'en étais où? Ah oui, cette cosmocratie, ce Zuckerverse, encore au stade embryonnaire, mais déjà tonitruant. Toute la philosophie de Meta est contenue dans son étymologie. Meta, l'entreprise réflexive qui ne voulait plus parler d'autre chose que d'elle-même. Meta, la multinationale de la transcendance qui concocte un supermonde pour les Alors je suis pas allemand, je suis désolé. Übermensch du 21e siècle, en aller simple. Übermensch, ce sont les super-hommes de Nietzsche. Je crois que c'était un truc plus ou moins fascisant, je crois. En tout cas, ça peut au facho, je crois. Mais voilà, c'est les super-hommes en français. Ce que nous propose le PDG de Facebook, pardon, Meta, est-ce que vous confondez encore ou pas, vous? Moi, j'avoue, j'hésite quand j'écris de mettre Meta ou pas, souvent, parce que je sais pas si les gens vont. Bah, si, quand même, maintenant tout le monde est au courant, non? Bon, allez, on garde Meta, hein. Non, ça va. Hmm. C'est vrai que c'est joli, Meta. Pour dire à quel point je suis claqué, je commence à faire ce genre de commentaires inutiles. C'est joli, Meta, non? Comme l'identifie parfaitement Olivier Herchey sur son blog Infordance, c'est une privation sensorielle. Dis-nous en plus. Un univers fermé, partiellement coupé du monde physique, à l'intérieur duquel on surinteragit avec les autres, où l'on se surexpose, où la surcharge sensorielle devient la norme. Objectif, pareil, j'utilise, ouais, j'utilise toi,
Mais ouais, tout le monde le connaît, je pense. Bah oui, maintenant, hein, tout le monde a le petit truc Meta. Meta, le groupe et Facebook le service, non. Ouais, c'est ça, ouais. Meta, c'est genre le groupe, mais qui gère. Je crois que c'est le groupe en gros qui gère Instagram. Et t'as Instagram, t'as Facebook et t'as. C'est eux qui ont WhatsApp aussi ou pas? Non, je sais plus. Bref, en gros, c'est ça, voilà. Voilà comme Alphabet et Google, exactement, c'est comme il disait. Pour échapper à la loi américaine. Donc un truc, un univers fermé où on va être sur sollicité avec des notifs, avec de la pub, avec tout n'importe, avec de l'information qui pop, n'importe quoi. Enfin bon, bref, genre une sorte de, on va encore rajouter à l'infobésité comme on dit. Ouais, ils ont WhatsApp, ah ils ont tout. Hein. Facebook peut crever finalement, ils s'en sortiront très bien. Ouais, donc voilà, genre tout ça, toute cette une sorte d'infobésité là, où on va en prendre encore plus plein la tronche que actuellement. Et donc, quel est l'objectif? Générer des niveaux d'engagement, donc d'attention, donc de données comportementales, donc de modélisation de comportement d'achat, donc d'espace publicitaire, efficacement convertis en actes de consommation, donc de profit. Générer, du coup, je reviens en arrière, pardon. Générer des niveaux d'engagement, parce que engagement égale profit, supérieurs de plusieurs ordres de grandeur à ceux générés par le modèle actuel. Une orgie de stimuli tout le temps jusqu'à ce que le quart d'heure de silence devienne un produit de luxe. Ne plus simplement connecter le monde, comme le prétendait jadis Facebook, mais l'incarcérer dans un labyrinthe de possibles. Le nouveau titre boursier de Meta, l'entreprise qui voulait tout relier et faire sauter les frontières du réel, s'appelle MVRS. Et on ne sait pas vraiment pourquoi. Très bien. Donc voilà, on enferme dans un endroit bien précis, on bourre de stimuli pour qu'on réagisse et qu'il puisse prédire comment on va interagir. Enfin bon, bref, genre ce qui existe déjà, mais en plus intense. Mur. Ce n'est pas seulement une cocasserie sémantique de ma part. Ces dernières semaines, on parle énormément de murs dans le monde de la tech. Le mur Facebook, pour commencer, qui se retrouve au cœur de la nouvelle salve de Facebook Papers. Si vous avez une légère impression d'écho, c'est normal, la précédente chronique en parlait déjà. Facebook Papers, ouais, je crois que c'était avec Francis Hosgun hein, à l'époque, à ce moment-là, quand elle a sorti des leaks. Ce mur, donc, où l'ordre des publications affichées est déterminé par un algorithme qui calcule pour chaque post un score d'intérêt. On appelle ça une éditorialisation, mais ne le dites pas à Facebook, ça les agace. Oui, oui, parce que à partir du moment où tu fais de l'éditorialisation, et justement j'ai commencé à lire ça là. Tadam. Je sais pas si vous voyez. Genre Instagram sans filtre, les secrets de la startup qui a révolutionné nos modes de vie. En gros, c'est genre un peu l'histoire d'Instagram. J'avais déjà lu le livre de Julien Lebotte là dans la tech de Max Zuckerberg qui faisait un peu l'historique de Facebook et du coup je me suis dit tiens Instagram why not pour voir comment ça a été créé et ça me faisait justement le truc là d'éditorialisation. En gros, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils ont engagé pour faire le community management, ils avaient engagé une nana et elle leur a dit. Et en gros, genre, dès le début, ils étaient confrontés à des problèmes de modération en fait. Genre, des gens. Dès le début, il y avait des gens qui faisaient genre un peu des appels au suicide, qui disaient qu'elle allait se suicider, des trucs un plus ou moins violents, des insultes, des machins comme ça, enfin bref. Et du coup, ils avaient engagé cette community management et avec face à toute cette du coup comportement humain hein, finalement, ils voulaient créer un algorithme parce qu'ils commençaient à avoir vraiment du monde, hein, ça commençait à se compter en millions d'abonnés et du coup ils voulaient créer un algorithme qui comme ça se fait aujourd'hui quoi, vous rentrez des mots clés que vous voulez pas voir apparaître, des machins comme ça et du coup vous faites de la modération et du coup c'est de l'éditorialisation et la meuf ce qu'elle a dit c'était attention parce que si à partir du moment où vous éditorialisez vous êtes responsable du contenu qui est dessus donc si jamais il y a des trucs qui vous passent entre les doigts c'est vous qui êtes responsable et vous êtes plus simplement un hébergeur quoi et donc voilà et donc c'est un des enjeux hein, pour ces grosses plateformes hein, de pas se faire passer pour des éditeurs pour pas être éditorialisé pour pas être tenu responsable de ce qui se passe dessus quoi. Donc, une sorte de score de crédit social à la chinoise, mais pour vos publications. Sauf que le système, à force de mise à jour dans tous les sens, est devenu une sorte de chimère gigantesque dont personne ne comprend plus le fonctionnement. Ce qui est problématique quand nous apprend le monde le 26 octobre, burp, avec le temps et l'accumulation de nouveaux signaux ajoutés par les ingénieurs du réseau social, le score moyen d'un message a explosé. Dans un document non daté, un analyste de Facebook a procédé à quelques calculs et constate que pour certains contenus, le score peut dépasser 1 milliard. 1000 milliards de mille, ça va. Ok.
Ouais, mais après, c'est sur une échelle de combien? Si c'est sur une échelle de 10, c'est sûr que ça fait énorme. Bon, déjà, bon, je sais pas à quoi ça correspond, mais apparemment, c'est énorme. Ce qui a pour conséquence très directe de rendre de nombreux outils de modération inopérants. À force de compartimenter ses équipes pour éviter les fuites, Facebook a créé un monstre dans sa propre arrière-cuisine. Les murs construits dans l'entreprise ont engendré la défaillance du mur numérique qui ne peut plus être modéré correctement. Moi, quand je lis ça, ça me fait penser, est-ce que genre la start-up branchouille ou en mode, parce que en mode genre transparence, horizontalité, nanani nanana, parce que faut savoir que le bureau de, je crois que, je sais pas si c'est le cas aujourd'hui encore, mais le bureau de Zuckerberg, c'était un truc tout vitré. Je sais pas si est-ce que vous avez vu le film le film sur la création de Facebook là ok. Euh, Network, je sais plus quoi là. Ah punaise. Est-ce que vous l'avez? Social Network, ouais voilà, merci Erwan. Vous l'avez vu ou pas? Genre on le voit ça, le bureau qu'il a, il est tout transparent. Donc dans cette idée là de transparence, machin, enfin tu sais genre pas de mur, tout le monde à peu près égaux, machin. Et quand tu lis ça en fait, j'ai l'impression que ça s'est transformé en administration genre hyper cloisonnée quoi, ou une entreprise hyper descendante où t'as ce pôle qui fait ci, ce pôle, enfin Paul pardon, parce que Paul sinon pas vu. Ah bah je te conseille, hein, faut aller voir, il est excellent. Euh, Enfin, du coup, ça me donne l'impression que c'est devenu vachement, même vachement, comment dire, claque-maturé, quoi. Et du coup, apparemment, même pour eux, ils y voient plus clair. Donc, les murs construits dans l'entreprise ont engendré la défaillance du mur numérique qui ne peut plus être modéré correctement. Oui, après, c'est pas qu'une question de mur, hein, c'est aussi une question de moyens que tu mets dans la modération, hein. Enfin bon. Enfin, il y a quelques semaines, parce qu'ils n'ont aucun intérêt objectif à modérer de manière bien, hein. Je veux dire, plus c'est haineux, plus ça leur fait gagner de l'argent. Enfin, il y a quelques semaines, un autre mur est tombé. Non, celui du secret. C'est secret. Le 22 octobre, à la demande de 23 rédactions, le New York Times, le Washington Post, Politico, etc., un juge de New York a rendu public les pièces, jusqu'ici caviardées, du dossier judiciaire contre Google lié à une plainte antitrust déposée il y a 2 ans par 16 États états-uniens. Les révélations sont saisissantes, et le géant du web peut s'estimer heureux qu'elles arrivent exactement au même moment que les Facebook Papers, qui donnent déjà suffisamment de travail aux journalistes tech. En France, seul Numérama et les Échos ont couvert ce second scandale. Oui, et ça c'est vrai que justement c'était le moment où je commençais à faire mes sortes de petites revues de presse, enfin revues de presse, c'est pas des revues de presse parce que les revues de presse, genre tu prends un sujet et tu prends tous les médias qui en parlent. Où je prenais quelques articles là pour savoir ce qui s'était passé dans la semaine ou dans les jours machin. Et c'est vrai que j'avais vu passer ça, et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'articles sur tout ce truc antitrust et machin. Et en plus, c'était assez technique, donc c'était un peu chaud quand même. Attends, est-ce qu'ils expliquent? Ouais, voilà. Qu'est-ce que c'est ces trucs antitrust là? Ces passages nouvellement révélés cartographient un territoire numérique où Google règne en maître absolu. Celui de la publicité en ligne qui fonctionne selon un système complexe et opaque d'enchères en temps réel où les espaces publicitaires sont distribués aux annonceurs les plus offrants. Évidemment, tout est automatisé. Ce type de publicité, dite programmatique, représente 70% du marché mondial. On apprend que la plateforme d'enchères de Google, AdX, traite 11 milliards d'espaces publicitaires par jour, soit plus de transactions que la Nasdaq et le NYSE combinés. Nasdaq et NYSE, je sais pas comment ça se prononce, NYSE, un truc comme ça. C'est des bourses en fait. Et c'est des bourses assez connues, je crois. Ouais, voilà, NYSE. C'est New York, voilà, New York Stock Exchange et, et la Nasdaq, c'est juste là. Bah du coup, je peux virer. Hop. La Nasdaq, c'est une bourse de valeur ouverte en 1971, actuellement le deuxième plus important marché d'actions des États-Unis en volume traité, derrière le New York Stock Exchange. Donc bon, bref, normalement c'est du lourd quoi. Donc apparemment plus de transactions que les deux là réunis. Or, Google détient également les plus importants logiciels d'achat et de vente d'espaces de publicité, ce qui lui permet de régner sans partage sur le marché et de prélever des commissions à sa guise, qui peuvent aller jusqu'à 42%, autant de revenus publicitaires qui échappent aux médias en ligne, par exemple. Dans la vraie vie, à la bourse, c'est comme si LVMH détenait le CAC 40 et qu'il n'existait que cette place boursière. Donc, ils sont là de manière hégémonique. Et j'avais vu justement dans les articles à l'époque, là, ce qu'ils faisaient, c'était une des pratiques qui leur était reprochée. C'était ce côté, je sais pas si vous voyez comment c'est. Enfin, c'est du coup pour acheter de la publicité, c'est un système d'enchères en fait. Et du coup, celui qui remporte l'enchère, c'est celui qui a mis qui a mis le plus cher, machin, sur un mot. En plus, c'est pas machin.
Et en gros, ce qu'il faisait, c'est que les enchères montaient, et celui qui gagne, en fait, il a mis un certain prix, mais comme il a gagné, il va juste payer le prix que le second a mis, en fait. Donc il va payer moins cher que ce qu'il a mis. Et le truc, c'est que justement, Facebook, de manière automatique, en fait, il faisait gonfler les enchères, genre en mode, il y a celui qui, tu sais, il mettait les enchères, et lui, il faisait exprès, genre il y avait une sorte je sais pas, d'algorithme ou je sais pas quoi, qui prenait genre le deuxième normalement, qui était une vraie personne qui misait, et qui gonflait le chiffre, qui prenait ce chiffre-là et qui le gonflait de manière, qui gonflait le chiffre de manière, comment on dit, fausse, mince, artificielle. Et du coup, celui qui gagnait l'enchère, il payait pas le prix qu'il mettait super cher. Par contre, il payait pas le prix que que le vrai deuxième mettait, mais il payait le prix que Google mettait. Et du coup, c'était toujours plus cher que ce qu'ils auraient dû. Et du coup, apparemment, ils se sont fait des tunas. Je sais pas si vous avez compris ce que je vous ai raconté, mais apparemment, ils se sont fait des tunas de manière extrême, on va dire. Et donc, c'est illégal en fait de gonfler ses propres enchères. Il y a pire. En 2017, confronté à la seule entité capable de venir concurrencer son monopole, Facebook, qui réfléchit alors à se lancer dans les plateformes d'enchères publicitaires, Google a passé un accord secret avec Facebook pour l'avantager sur sa plateforme d'enchères. Ah oui, bah, voilà. Remarque, ça n'a pas. Oui, donc c'est ce que je vous ai dit là, c'est un des trucs qui était reproché. Donc 9 fois sur 10, Facebook gagnera l'enchère, même en proposant un prix plus bas, garanti. Nom de code. Ouais, donc en plus, ils se mettent d'accord entre eux pour. Enfin, bon, bref. Facebook gagnera l'enchère, nana. Nom de code du pack de non-agression, Jedi Blue. Pourquoi Jedi Blue? Le monopole de la pub en ligne devient alors un duopole qui pèse aujourd'hui près de 80% de la publicité en France, rappelait Libération en 2018. Pour tous les autres, l'illusion du libre marché est totale. Tout est sous contrôle. Et les documents ne s'arrêtent pas là. Le New York Times raconte que Google, lors d'une réunion d'août 2019 avec Microsoft, Apple et Facebook, se plaint que Microsoft et Facebook fassent des efforts pour respecter la vie privée de leurs utilisateurs, particulièrement celle des enfants. Et ben il y en a, ils manquent pas de gueule, j'ai envie de dire. Lors de cette même réunion, Google se félicite d'avoir ralenti et décalé en travaillant main dans la main en coulisses avec les autres entreprises. Parallèlement, Google aurait sciemment dissimulé les réglages permettant de refuser la collecte de données de géolocalisation sur mobile. C'est quand même, c'est quand même des gens cyniques, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est trop, j'ai trop l'image là, ils sont là avec leurs mains. On les a bien eu. Finalement, genre comme les vendeurs de tabac, tu vois. Ils mentent comme des arracheurs de dents. Euh, Salaud. Ouais, j'allais dire quoi? Rien. Ouais, ouais. Après Google, il y a des gens derrière, hein, c'est pas juste Google, hein. Bon, j'imagine que quand c'est une réunion entre Microsoft, Apple et Facebook et Google, je pense que c'est les big boss. Mais j'imagine qu'ils se couvrent en donnant pas de nom exact. Sinon après, ils pourraient sûrement être traduits en justice. Et que dans des sortes de procédures bâillons là, qui vont durer des plombes. Bref. Enfin, les documents révèlent l'existence du projet Nera, une tentative de modifier le navigateur Chrome pour le transformer en puissant outil de surveillance et, à terme, imiter avec succès un jardin clos à travers le web ouvert. En d'autres termes, privatiser et fermer une partie du web. Des murs partout, tout le temps. Pratiques de cartel, complot, délits d'initiés, pratiques anticoncurrentielles. Comme le résume un développeur sur Twitter, soit Google est foutu, soit la société est foutue. Sur le site spécialisé The Register, même ambiance et même appel au démantèlement. C'est eux ou nous, et il faut que ce soit nous. Eux et leur impérialisme, eux et leur philosophie éternelle, celle du jardin clos, hortus conclusus, de la propriété privée, de l'écosystème fermé, contrôlé et surveillé. Le terme vient de l'anglais World Garden, qui décrit des jardins fermés permettant de créer et contrôler des microclimats. Et vraiment, quand on voyait tout le discours, genre ouais, Internet, émancipation, Internet, c'est la liberté, on est rendu tellement loin de ça. Genre, comment il s'appelait là, celui qui était le parolier de. Ah, Erwan, tu sauras peut-être. Comment il s'appelle déjà? Celui qui était parolier de. Ok, il était parolier, ça c'est une information, mais après, putain, comment il s'appelait? Celui qui a fait la déclaration d'indépendance du cyberespace là, c'est pas Tim Berners-Lee, c'est celui qui a inventé le web, ça. Bah écoutez, on va chercher ensemble, hein. John Perry Barlow. John Perry Barlow. Parce que c'est toujours bon de le rappeler finalement, n'est-ce pas? Je sais pas si vous. Est-ce que vous vous en souvenez là, ceux qui ont cours? Et c'était le parolier de Grateful Dead. J'avoue, j'ai jamais écouté ce groupe de rock,
Faudrait que j'aille essayer un jour. Faudrait que j'aille essayer un jour. Donc oui, donc voilà, donc tout fermé, tout contrôlé et finalement on peut parler de enclosure du web. Et c'est quoi les enclosures? Eh ben je vais vous le dire, je vais vous répondre. Les enclosures, c'était un mouvement, c'était quoi? C'était 15e, je crois? Ouais, fin Moyen-Âge, un truc comme ça en Angleterre, où avant où toutes les parcelles de terre, elles étaient gérées de manière commune, en fait, entre toutes les personnes qui utilisaient la terre pour leur bétail et des trucs comme ça. Et bah, du coup, c'était free, tu vois, genre chacun y allait. J'ai l'impression que tu parles hyper souvent de ce mec. Mais oui, bah, chaque fois que je peux le caler, je le cale. Parce que ça montre tellement bien le décalage. Mais on se souvient jamais de ce nom. Et ben, je vais le marteler jusqu'à ce que vous vous en souvenez. Nom de nom. Euh, et en gros, ils avaient. Bon, bref, les autres, ils étaient. Bon, du coup, les gens qui avaient les fermiers là, qui avaient des vaches et tout, ils faisaient paître dans les champs et c'était pas clos quoi, c'était genre des vastes trucs et chacun, enfin c'était géré collectivement quoi. Et c'est à partir du ouais, fin Moyen Âge qu'ils ont commencé à mettre juste des barrières en fait et c'est des gens ils sont arrivés, ils ont acheté des personnes qui avaient du capital à dépenser quoi finalement, qui ont acheté des parcelles de terre et ils ont tout fermé et du coup bah forcément plein de fermiers qui se sont retrouvés sans terre etc. Bon bref c'était un truc libre et ils ont mis plein de barrières et du coup il y en a plein qui parlent de ça, c'est un mouvement d'enclosure du web où finalement c'était pareil, c'était un peu free et plus ça va plus on met des barrières quoi, et que ce soit des barrières genre le copyright par exemple ou voilà entre autres, donc voilà. Contrôler des microclimats. En 2005 déjà pour Le Monde, Olivier Arcade, encore lui, expliquait que Google a l'ambition et probablement les moyens de devenir un guichet d'accès unique à l'information. Bah c'est réussi, hein, 9 personnes sur 10 passent par Google. Cette volonté centralisatrice, dans un univers aussi décentralisé qu'Internet, est une gageure, est un non-sens. La même année, le journaliste Hubert Guillot délivrait cette prophétie. Comme Microsoft avant lui, Google dessine son avenir sur le fil d'un couteau. Nous verrons à l'usage ce qu'il en est. Ce qui est sûr, c'est que nous devons avoir confiance dans les utilisateurs qui savent, plus que quiconque, brûler ceux qu'ils ont tant aimés. En auront-ils encore la possibilité? S'interrogeront les plus pessimistes. À moins de penser que l'Internet soit une zone de non-droit, oui. Tant pis pour l'optimisme que Guillot affichait il y a 15 ans. Internet n'est certes pas tout à fait une zone de non-droit, mais une plutocratie sans aucun doute. Et personne, à l'heure actuelle, ne semble être en mesure de menacer les géants du web. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est une plutocratie? Parce que moi je suis allé voir, je ne savais pas. Attention, 10 dollars à la personne qui est capable de me sortir ça sans aller sur le web. Vous avez 5 secondes. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, et c'est trop tard. Plutocratie, en fait, c'est tout connement, c'est genre ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui ont l'argent. Pouvoir riche. Bah voilà, exactement, Arthur, c'est exactement ça. Et j'avoue que je l'avais entendu plein de fois, et là, c'était l'occasion d'aller voir vraiment ce que c'était, finalement. Et je ne le savais pas. Et j'ai toujours trouvé ça con comme nom. Let's go! Il y en a un, t'as gagné 10 dollars? Bah non, c'était pas dans les 5 secondes. J'ai pas l'argent pour ça, je suis désolé. Donc on était où? Plutocratie, plutocratie, plutocratie. Voilà. Et personne à l'heure actuelle ne semble être en mesure de menacer les géants du web. Et oui. Bah, par les États. Bah, ça commence à venir, là, de temps à autre, là. Où ils commencent à. Où, bah, l'État américain, déjà, là, ils ont mis la pression sur Facebook, donc ils se sont mis en méta. Mais je pense un jour ou l'autre, ça va finir par venir. Des règles vraiment strictes. Euh, paye- Ok, est-ce que tu veux bien 50 centimes? Ça, 50 centimes, je peux te le faire. Je vais devoir te laisser passer un bon stream. Bobby tout le monde. Écoute, merci d'être passé, Théo. Déjà, c'est très sympa d'être passé, ça me fait plaisir. Et une prochaine fois, si tu veux. C'est vrai que là, c'est peut-être pas mon meilleur stream, mais bon, je suis un peu claqué, donc voilà. Mais bon, c'est pour garder le cap, là. Pour garder la. Quelle audace, je suis morte. C'est vrai que je dois manquer d'audace, c'est pour ça que je suis pas encore assez riche. De l'audace, toujours de l'audace. C'est qui disait ça? C'était pas un personnage célèbre? Mais non, ça passe pour cette fois. Ah, écoute, en tout cas, je te fais des gros bisous. Y a pas avec plaisir, mais non, pas de problème, c'est vraiment très sympa. Bah écoute, merci Théo. Merci beaucoup, et puis à une prochaine, hein. Passe une bonne soirée. Donc, c'est une méthode à la fois expansionniste et carcérale qui a fini par infecter les gouvernements. Étendre le territoire de surveillance, centraliser les données captées dans d'immenses silos ne date pas d'hier.
Le modèle économique publicitaire, péché original d'Internet, pour Ethan Zuckerman. Zuckerman, c'est un des fondateurs de la Quadrature du Net. Attendez, je vous le mets direct, je sais pas si vous connaissez. Alors, je crois que c'est dans mes blogs. Hop, je vous le mets. Ils font de la surveillance, en gros, au niveau des lois, ce qui se trame, etc. Allez piocher si ça vous cause. Voilà. Des fois, c'est un peu. C'est vrai que c'est assez axé juridique. Ah, si tu m'en avais parlé. Ouais, bah voilà. Donc, c'est toujours sympa. Et donc, Zuckerman, c'est un des fondateurs de ce truc-là. Et ils travaillent beaucoup du coup, à la Commission européenne, je crois. Ils sont beaucoup à essayer de faire du lobby sans l'argent des lobbies pour faire. Bon, au niveau de l'Union européenne, quoi. Donc, le modèle économique publicitaire, péché originel d'Internet pour Ethan Zuckerman et la fondation du jardin clos numérique contemporain. Donc, l'arrivée de la pub, apparemment, c'est le truc qui a fait que c'est parti en couille. Et la petit quiz. Attention. Du premier spam publicitaire en 1978 à la première bannière numérique en ligne en 1994, le web se contorsionne pour épouser la publicité, modifiant sa forme et ses fonctions, s'emmurant progressivement et dictant nos usages de consommation. Alors, 1. Premier spam publicitaire 78, c'était pour quoi? Et deuxième question, la première bannière numérique en ligne en 1994, c'était une pub pour quoi aussi? Attention. Roulement de tambour. Coca à tous les coups. Eh ben même pas vieux. Du coup, le premier spam publicitaire, c'est ce mec-là. Et c'était pour vendre un ordinateur. Je crois qu'il était représentant marketing de Digital Equipment Corporation, DEC, des clopes. Non, 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 c'était pour un ordi. C'était pour un ordi. Et le gars, je crois que peut-être le gars a eu la première shitstorm des internets. Parce que tout le monde lui est tombé dessus à l'époque. Parce que 78, en plus, t'imagines, des internets. 78, c'était l'ARPANET. T'imagines, ça fait tellement un bail que ça existe, du coup, le premier spam. C'est un truc de dingue, quoi. Je pensais pas que c'était aussi vieux. En vrai, j'avoue, ça, je l'ai appris ce soir. Et du coup, voilà, il y a sa petite tête. Regardez-le comme il est fier. Genre, peut-être la personne la plus détestée sur Internet aujourd'hui, je sais pas. Grâce à lui, c'est grâce à lui qu'on a des spams tout le temps. Bon, c'est sûrement quelqu'un qui aurait fini par le créer, mais voilà. Donc, sur ARPANET déjà, t'imagines un peu. Voilà, il déclenche une réaction immédiate et négative. En plus, il s'appelle, si tu le prononces à la française, il s'appelle Twerk. Recevra un torrent de plaintes et une réprimande officielle de la part des administrateurs du réseau géré par le gouvernement. Et ouais, quelle audace, quelle audace. Et du coup, la première bannière numérique, c'était pour AT&T, AT&T. Je sais pas si vous connaissez, c'était la grosse entreprise américaine de télécommunications. Donc c'est eux qui géraient les lignes téléphoniques et tous ces trucs-là à l'époque. Et je crois qu'ils avaient aussi du coup un peu du coup ils avaient un peu aussi des câbles pour internet. De toute façon, quand tu es acteur de la télécommunication des années 90, forcément internet ça passe par les câbles téléphoniques aussi, hein. Donc voilà. Et faut savoir que AT&T c'est une des seules entreprises américaines à avoir été plus ou moins démantelée par la loi américaine du coup sur les lois avec la loi antitrust. Faut le savoir. Et je crois que c'est la seule en plus, hein. Si, à vérifier, mais voilà, c'est une des seules. Du coup, elle a été segmentée en plein de petits bouts, donc elle n'a plus sa gloire d'antan. Et je sais, elle doit toujours exister, je pense. Mais bon, bref, voilà. Donc la pub a fait en sorte, c'est à cause de la pub que finalement on emmure le web. Symbole de cette mutation, l'internet mobile est aujourd'hui totalement dominé par les jardins clos des applications. La loi a été créée pour eux, je crois. C'est vrai? Oui, ça pourrait pas être bête, ouais. Je sais pas de quand ça date. Attends, loi antitrust États-Unis. Il fallait voir quand est-ce que ça a été créé, ces bazars. Année peut-être. Bah, du coup, ça serait les seuls peut-être. Loi antitrust. Ah, 1890. Ah, je pense pas, hein. La loi Sherman qui déclare illégaux tout contrat, combinaison, à restreindre le commerce entre. Ah non. Délictueux tout un type de monopolisation de commerce. Ah si, ça doit être ça. Bon, apparemment, c'est fin. Ouais, c'est fin 19e, fin 20e, début 20e monopole sur le pétrole, non? Ah, sûrement, ouais, sûrement. J'imagine. Bon, après, je suis pour le juriste, hein. Mais bon, apparemment, c'est sûrement, c'est une des seules qui. Je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, mais bon. Vous irez voir de votre côté. Moi, j'arriverai à dormir sans savoir.
Je me contenterai de juste d'affirmer des choses et d'avoir l'air convaincant. Genre j'y crois quoi, je suis sûr de mon information. L'Internet mobile. Le navigateur web, traditionnelle porte d'entrée sur le réseau, ne représente plus que 10% de l'activité sur smartphone. Pour une génération, c'est vrai que moi non, moi, je sais pas pour vous, mais c'est vrai que les recherches internet sur mon portable, c'est tellement rare. C'est si rare. J'y vais juste pour et j'y vais par nécessité en fait. Parce que je suis en train de me dire, le truc principal que je fais, c'est aller voir mon emploi du temps sur mon portable. Et en fait, ils ont pas, l'université de Lyon 2, ils ont pas d'application pour l'emploi du temps. En tout cas, je l'avais pas trouvé. Et du coup, bah, sinon, je serais allé sur l'application. Mais du coup, je suis obligé de passer par le navigateur web. Mais c'est vrai que j'y vais plus du tout. Je sais pas ce qu'il en est pour vous. Dites-moi donc. Créons de l'interactivité. Dites-moi donc. Pour une génération entière, Facebook, Instagram et consorts sont synonymes d'un accès à Internet. Est-il seulement possible d'inverser le processus de balkanisation? Ah oui, fun fact. Balkanisation, je l'ai vu tellement de fois et j'ai jamais été voir ce que ça voulait dire. Et j'étais persuadé que ça avait un lien avec Balkany, avec les Balkany. Et donc je me dis, ouais, c'est plus ou moins une sorte de tambouille 50 sur 50 entre PC et tel, je pense. C'est vrai? Genre toi, tu vas vraiment faire des recherches sur un navigateur de recherche sur ton portable? Ah, bah dis donc. C'est les Balkans MDR. Mais oui, je savais trop pas. Je savais trop pas. Voilà, pour ceux qui savent pas, balkanisation, c'est genre les Balkans qui sont morcelés en plein de petits États qui se foutent plus ou moins sur la gueule, quoi. Et je sais pas pourquoi j'étais persuadé que c'était pour les Balkany. Du coup, je voyais pas le rapport avec le Valois-Perret, quoi. Genre, bon, bref, voilà. Vous avez vu toute l'étendue de mon ignorance. Nanana. Balkanisation. Donc, est-il seulement possible d'inverser le processus de balkanisation? Oui, répondait Hubert Guillot. Balkanisation, donc c'est-à-dire toutes les applications qui finalement t'emmurent finalement dans leur interface et tu vas pas autre part sur le web, quoi. Alors oui, répondait Hubert Guillot le 11 octobre, à condition que les régulateurs cessent d'entretenir l'illusion du démantèlement et de pousser pour plus interopérabilité des protocoles ouverts, des technologies compatibles les unes avec les autres. Bah oui, parce que comme c'est fermé, ce sont comment on va dire, genre les fichiers que tu peux importer depuis les plateformes, elles sont certainement pas compatibles. C'est pas des trucs ouverts, quoi. Donc c'est pas compatible avec les autres trucs. Enfin bon, bref, c'est pas un- bon, bref, on peut pas faire les échanges. Interopé. Ouais, bon, laissez tomber. Nous en sommes malheureusement loin. Tu l'as dit, Bouffi. Après une quinzaine d'années de construction patiente, les enclos des GAFAM délimitent désormais le web pour une immense partie de la population. Les murs sont partout. Aujourd'hui, 2 tiers des recherches Google seraient des zéro clics. Alors ça, je connaissais pas. Des recherches qui ne donnent pas lieu à la consultation d'un site. Cette part était de 50% en 2019. Petit à petit, le moteur de recherche devient un moteur de réponse. Petit à petit, en mettant ses propres services en avant, en ajoutant des nouveaux types de fenêtres de résultats, météo, résultats sportifs, photos, etc., Google devient le web aux yeux des utilisateurs, au point de réfléchir depuis 3 ans à faire disparaître la barre d'URL de son navigateur. Oh, salut Paul, comment vas-tu? Ah bah t'arrives vers la fin, hein. Comme je disais aux autres, là j'étais un peu claqué, donc je fais qu'un article et puis après, bonsoir. Donc j'en étais où? Comment vas-tu, Paul? Il n'y a pas de veste fluo ce soir. Ah, salut Maïs. Non, bah après les gens ils vont croire que je me lave jamais. En fait, je change pas d'habit, voilà, donc je change un peu. Tu vois. Là, je suis en mode un peu plus sobre. Google devient. Merde, j'en étais où? Ah oui, petit à petit, en mettant ses propres services en avant, en ajoutant des nouveaux types de fenêtres de résultats, Google devient le web aux yeux des utilisateurs au point de réfléchir depuis 3 ans à faire disparaître la barre d'URL de son navigateur, ce qui effacerait symboliquement l'une des dernières traces du web ouvert et décentralisé imaginé par Tim Berners-Lee. Et oui, oui. Là, je voulais dire un truc, je sais plus quoi. C'était un peu en avant. Nanana, pour des immenses parties de la population, c'est bien partout. Aujourd'hui, 2 tiers. Ah oui, qu'on passe d'un moteur de recherche à un moteur de réponse. Au tout début de Google, c'était un vrai moteur de recherche. Ils n'avaient pas implémenté encore le fait qu'ils te proposent des réponses toutes faites. En fait, et le fait qu'ils implémentent avec des réponses toutes faites. Ma coquille il est fatigué, ne s'habille plus de façon pimpante. Twitch l'a changé. Mais ouais, regardez, je suis même pas rasé là, je suis une sorte de saltimbanque. Non, c'est la fac. Non, non, c'est genre une sorte de mini insomnie, mais rien de grave, ne vous inquiétez pas. Ne t'inquiète pas, Paul. Ouais, donc je disais, ils ont implémenté ça après. Et en fait, si vous voulez,
ce qui a fait vraiment la force de Google, mais je l'avais fait j'avais miré ça sur Instagram, je sais pas si vous aviez vu. Et ce qui a fait la force de Google, en fait, c'est le fait de réussir à faire de l'argent avec les mots-clés, en fait, les mots-clés qu'on va mettre. Parce que justement, le fait de mettre les pubs elles vont apparaître en fonction des mots-clés. Parce qu'en fait, t'achètes un espace publicitaire en fonction du mot-clé que tu veux pour lequel ça apparaisse. Et du coup, finalement, mettre des suggestions de réponses, ça fait quoi? Et ben en fait, là où tu vas faire une faute d'orthographe, là où tu vas mettre un mot plutôt qu'un autre, mais qui va aboutir à peu près à la même recherche, là Google va pas se faire de fric parce que les gens ils n'auront pas mis d'argent sur ces mots-clés pour que leur pub apparaisse. Donc en te proposant des réponses déjà faites, c'est déjà te ramener vers là où eux se font de la thune en fait. Donc voilà. Et ça, c'est capitalisme linguistique de. J'ai oublié comment il s'appelle ce gars. C'est un super article. Ça nous refait le cours d'Oli en première année. Exactement. Ah. Bah voilà. Et oui, finalement, je suis qu'un copiteur. Hein, genre, je n'ai aucun mérite. Hein. Capitalisme linguistique. Comment il s'appelle le gars? Non, 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 non. Il avait fait un article sur le monde diplomatique pour expliquer. C'est un ingénieur. Si vous voulez aller voir, c'est gratuit, c'est super bien. Euh, alors, fais le test de dire plusieurs fois un mot pendant une journée à côté de ton tel, tu seras surpris. C'est vrai? Punaise, tu me fais peur, Paul. Ah, et moi, c'était avec Insta où j'avais été surpris. J'avais un parfum Hugo Boss et j'en avais quasiment plus. Et juré, j'avais fait zéro recherche. Mais vraiment, sur mon tel, j'avais fait zéro recherche, zéro recherche, zéro recherche. J'en avais juste un peu parlé. Et j'ai eu des pubs sur Insta qui étaient directement sur les parfums Hugo Boss. Enfin bon, bref. Quand les mots valent de l'or, voilà, c'est Frédéric Kaplan, le gars qui s'appelle. On a fait le test avec le mot poussette, et ben bingo, petite pub de poussette le lendemain. Ah, c'est terrible, hein. Tiens, faudrait que je prenne. Curcubit. Attends, si vous avez un tel Android, votre tel vous enregistre. Oh putain. Et ce qui est fou, c'est que. Où est-ce que c'est enregistré tout ça sans déconner? Je veux dire, à quoi ça leur sert d'avoir tout ça? Il y a plein de trucs, ça sert à rien. J'en ai tout le temps. Eh, est-ce qu'on se mettrait pas d'accord sur un mot à la con? On va faire une expérience. On va faire une expérience et le prochain live, vous venez, vous me dites. On choisit un mot à la con et on va voir s'il nous sert des pubs. Et est-ce que vous connaissez. C'est quoi le. Écoutez, allez-y dans le chat. Perso, j'ai coupé l'accès à mon micro sur Google. Je sais pas, est-ce que c'est suffisant? Mettez des mots à la con dans le chat pour voir. Et on va tous le répéter plein de fois. Et on va voir si ça va nous sortir des pubs. Moi, j'ai bien envie de faire marrer. Enfin bon, on se connaît déjà le résultat, mais c'est juste pour faire rigoler. Du coup, j'ai pas ces pubs-là. Curcubitacé. Voilà, moi je vais répéter ça. Choisissez le vôtre. Cactus. Ah bah oui, carrément, Paul. Cactus, c'est mignon. Attendez, comment ça s'écrit? Attendez, j'écris cure. Non, on va le faire là plutôt. Ok, ça n'a plus rien à voir avec un live sur le numérique. Curcurbi. Je sais même plus ce que c'est. Et je sais même pas si j'ai bien écrit d'ailleurs. Cucurbitacé. Ah bah voilà, c'est une courge. Voilà, moi je vous le mets si vous voulez le répéter de manière. Faites-le quand vous êtes tout seul, sinon vous allez passer pour des fous. Curcurbita. Ah ouais, ça serait marrant, tiens. Genre, après, on compte le nombre de pubs qu'on a reçus. Genre, compter le temps avant la première. Genre, avant la première pub qui apparaît. Et voir combien tu vas en recevoir et combien de temps ça va durer. Tu sais, genre, une fois que tu as la première pub, t'arrêtes et tu regardes combien ça dure ou pas. Ça pourrait être. Est-ce qu'il y aurait des trucs à en conclure? Je ne sais pas, mais bon, on va voir. Remember mon SB sur ce sujet. Sur les cucurbitacées. J'avoue, le pub du maraîcher, il est bon. Du coin, il est bon. Bon, bref, on continue. Donc, ouais, donc faire disparaître l'URL. Amazon et Microsoft, pendant ce temps-là, séquestrent nos contenus dans leur serveur cloud. Et oui, parce qu'il faut savoir ça. Ça va encore rappeler Airshade pour ceux qui l'ont eu en cours. Ils nous avaient parlé de quoi? Je sais plus, c'est The Database of Intention. Et je sais plus c'est quelle chercheuse. C'était une chercheuse en plus, pour une fois que c'était une femme. C'était une chercheuse. Et en gros, Database of Intention,
Euh, on est en pause. Comment ça, t'es en pause? Il n'y a pas de pause ici. Et en gros, c'est genre c'est toutes les données qui sont collectées par les par les plateformes, en fait, genre par Netflix, par Amazon, par Amazon, etc. En fait, elles vont se retrouver sur quasiment les mêmes serveurs, parce que je crois que c'est Amazon qui détient quasiment l'intégralité des serveurs sur lesquels sont. Genre, Netflix est intégralement sur serveur Amazon, par exemple. Et du coup, il y a quelques entreprises qui ont absolument tout. Hop, je sais plus si j'ai arrêté mon riz, pouvez-vous checker? Excusez-moi, j'ai un cas de force majeure. Il y a ma coloc qui sait plus si elle a fait, si elle a stoppé de faire chauffer son riz. Donc avant que ça crame, je reviens. Ah ok, d'accord. C'est réglé ou pas? À cause du ce qui apparaît juste au-dessus du chat. Je contrôle plus rien. Attendez, je reviens juste vite fait. Je vais checker le riz. Me revoilà, pas de problème. Je n'ai rien perso. Ouais, parce que les trucs ça défile. Hop, j'ai juste la rassurer. Tac. T'inquiète, c'est bon. Tu avais bien éteint. Tu avais bien éteint. C'est passionnant hein, ce qui se passe finalement pendant ce live. Ça part en live cuisine, exactement. En plus, c'est du. Je connaissais pas cette cerise, il est tout rouge. Au début, je croyais qu'elle faisait cuire des betteraves. Si tu avais bien. Putain, je sais plus écrire, je suis fatigué. Ah. Hop, chapeau chinois, et ça fait petit smiley. C'est bon. L'article, c'est le même journaliste que d'hab. Oui, alors Thibaut Prévost, je m'en lasse pas. Hein. Je ne m'en lasse pas. Donc, qu'est-ce que je racontais? Ah oui, et du coup, quasiment tous les grosses entreprises qui, bon, ouais, toutes les grosses entreprises qui accumulent des données sur nous, enfin sur nos comportements, etc. Finalement, se retrouvent plus ou moins aux mêmes endroits. Je dois tracer Clem, bonne fin de live. Ok, bah salut Erwan, bonne soirée, bon appétit si tu dois manger, ou bonne soirée si tu pars en soirée. Et puis à la prochaine. Bon, c'est quasiment fini de toute façon. Hein. Et Facebook, via son métaverse de pacotille, oh là là, il a des mots forts, il a des mots forts. Via son métaverse de pacotille, voudrait maintenant réaliser le même tour de passe-passe, avec le réel tout entier. Est-ce si surprenant? Bah, en vrai, quand tu dis métaverse de pacotille, ça c'est le côté genre c'est un peu de la merde, mais finalement Facebook va vraiment, enfin Meta va vraiment foutre de la thune dans ces trucs. Euh, faut quand même penser que du coup, va y avoir des minerais pour. Va falloir. Comme ça va demander une consommation de dingue, ces trucs-là, pour faire tourner les serveurs, bah, va falloir construire d'autres serveurs, donc va falloir extraire d'autres minerais. Enfin, toi, c'est ce genre de truc qui a une vraie répercussion. Genre, il y a toute une chaîne où finalement il y a des vraies répercussions sur des gens qui vont très certainement vivre très très mal ce regain de. Enfin, bon, bref, voilà. C'était ma petite pensée humaniste. Donc est-ce si surprenant? Le web, miroir politique du monde physique, né en 1989, s'emmure progressivement depuis 30 ans. Dans le monde réel, même tendance à la claustration. Il y a désormais 4 à 5 fois plus de murs de séparation, entre 60 et 75, qu'à la chute de celui de Berlin. Oh punaise, vous saviez ça? Où est-ce qu'ils sont? Parce qu'il y a le mur, il y a en Hongrie, il y a, bah ça du coup oui effectivement entre les États-Unis et le Mexique. Euh... Putain, c'est entre 60 et 75, mais c'est où? Dans le monde déjà construit, soit en cours de construction. Le nombre varie selon la définition qu'on donne du mur, plus ou moins solide, plus ou moins dur, mais quel que soit le nombre retenu, c'est énorme. Et surtout les continents sont concernés, on peut citer quelques exemples. Est-ce qu'il compte le mur de Chine? Hein? Franchement. Il y a en Asie les murs construits par l'Inde sans déconner. Ok, donc il y a un mur entre l'Inde et le Bangladesh. C'est 3200 km, punaise. En Afrique aussi, punaise, mais je savais pas. Entre le Maroc et l'Algérie, entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, entre le Kenya et la Somalie, entre le Botswana et le Zimbabwe. J'apprends quelque chose. Bon, voilà, c'est cadeau. Vous aussi, vous vous coucherez moins bête ce soir.
Euh, qu'à la chute de celui de Berlin. Or, rappelle Lacroix, une société murée est une société vulnérable et paranoïaque, qui pourrit de l'intérieur une brique à la fois. Et ben voilà, c'est la fin. Ouais, la fin est un peu sèche, hein. Bon, bah voilà. Donc le web est le web est enfermé. Mais après, il y a quand même la possibilité d'en sortir, mais il faut quand même, pour le commun des mortels, genre moi, genre, à part le Mexique, je pensais pas qu'il y en avait. Bah, Mexique, je savais pour lequel je savais. Ok, bon, j'ai tout complètement tout oublié. À la Hongrie, je crois que c'est la Hongrie, non? Qui en a mis un pour filtrer les migrants. Enfin, ouais, enfin, les réfugiés, c'est pas long sémantique. À part le Mexique, ouais, donc voilà. Donc oui, effectivement, je sais plus de je parlais, mais bon, bref. Donc voilà, et on est quand même, c'est quand même Ah oui, je disais ça, genre, à partir du moment où t'as les, tu sais, genre, c'est les informaticiens, c'est les quelques gens qui connaissent à fond le code, qui connaissent à fond, genre, les protocoles, c'est surtout des techniciens, quoi. Ouais, brou, la fin est si violente. Ouais, c'est clair, t'as vu, ça arrive d'un coup. C'est vrai qu'il a la montée en généralité, genre, c'est 3 lignes et encore. Bon, bref. Mais bon, après, ça c'est le genre de truc, ça fait toujours une sorte de petite piqûre de rappel, quoi, où ça te remet des éléments en place, ça te redonne des chiffres, ça te redonne des trucs, quoi. Ça te fait d'état de l'art, on va dire, de où est-ce qu'on en est, quoi. Donc moi j'aime bien ce genre de truc. C'est le genre de truc que j'avoue j'aimais. Bah, forcément, en biais de confirmation, vous connaissez. Genre on aime bien lire les trucs qu'on sait déjà et qui vont nous conforter dans notre idée, hein, voilà. Et j'avoue, c'était mon biais de confirmation. Ma petite tarte à la crème intellectuelle.